nul n'est censé ignorer la loi dans ce pays. Et toute cette procédure a été encadrée juridiquement. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale existe. Il y a toute une procédure mise en place pour que tous les acteurs puissent intervenir dans le bon déroulement de la commission ad hoc. Voilà. Et je suis surpris de voir que des journalistes, que des parlementaires, comme Cheikh Bamba Dièye, qui ont beaucoup d'expérience, comme Toussaint Manga, se retrouvent en dehors du périmètre de l'Assemblée nationale pour demander à des journalistes de venir faire leur interview à l'intérieur de l'Assemblée nationale, de l'hémicycle. Je dis simplement que d'après l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure la police de cette commission. La police dans l'enceinte de l'Assemblée nationale est assurée par le président de l'Assemblée nationale. Et tous les opposants savent très bien, ont pris connaissance de ce règlement intérieur. Ils en font ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, j'étais étonné de voir que des parlementaires veuillent enfreindre ce règlement intérieur. Je signale que les journalistes, le président de l'Assemblée nationale peut autoriser les journalistes à venir. Il peut organiser un huis clos. Et lorsque... C'était le cas aujourd'hui. C'était le cas aujourd'hui. Lorsque un individu ou quelqu'un approuve ou désapprouve dans l'hémicycle pendant que la commission se réunit, il a le pouvoir de requérir les forces armées, ce qui est très fort. Parce que les forces armées on fait recours à l'armée quand il y a état de siège. Donc il a des pouvoirs de police à l'intérieur qui lui permettent de requérir la force publique et de saisir le procureur de la République sur la base d'un PV. Et donc moi je pense que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il faut que tous les citoyens acceptent de jouer le jeu de cet état de droit. C'est-à-dire qu'aucune autorité n'est au-dessus de la loi dans notre pays. Et donc, comme il n'y a pas d'autorité supérieure à la loi dans ce pays, nous devons respecter les règles qui régissent le fonctionnement de cette institution qui est l'Assemblée nationale. Sauf que l'opposition quand même parlementaire a droit à la parole. On ne doit pas leur refuser, leur ôter la parole quand même. Mais Toussaint Manga est intervenu. Un seul député sur... voilà. Personne ne l'a interrompu pendant qu'il était en train d'intervenir. Et je pense qu'il faut... Il a parlé 5 minutes. Voilà, il a parlé 5 minutes. Et je pense que je ne maîtrise pas le compute du temps dans cette audience. Mais je pense qu'aujourd'hui, le bras de fer qu'il y a eu pour remplacer Ndeye Fatou Ndiaye par Cheikh Bamba Dièye est une élégance démocratique que l'Assemblée a acceptée. Il n'y a pas eu de bras de fer sur ce point. Et je pense que c'est important que nous, citoyens, que nous soyons informés de tout ce qui se passe dans ce pays. On a l'impression que l'Assemblée est muselée, on a l'impression que les députés sont dans leurs droits, les députés réfractaires à cette commission ad hoc. Et donc je pense qu'il est grand temps aussi, parce que ça participe de l'éducation à la citoyenneté, que nos compatriotes soient informés de ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une bataille de l'opinion contre un circuit, un cursus pénal, c'est-à-dire l'action publique est mise en branle dans un silence assourdissant. On n'a pas entendu le procureur faire une déclaration, la parole est libre, la plume est serve, donc le procureur pouvait sortir et faire une conférence de presse, il ne l'a pas fait. Et je pense que tout finira par être tiré au clair par la justice. Docteur, par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement laisser la parole aux députés de l'opposition, étant donné qu'ils ne sont pas nombreux, on peut quelque part aussi comprendre leur frustration. Des frustrations, il peut y en avoir. Mais moi, je suis très légaliste et je crois beaucoup au respect de la loi. Il y a un certain nombre de fonctionnements et parfois, même dans l'article 34 du règlement intérieur, il y a quelques failles dans la rédaction de cet article qui réglementait un peu. Voilà. Et donc, moi, je pense que toute lacune d'une disposition législative
ouvre une porte à une marge de manœuvre à ceux qui sont chargés, censés organiser cette commission ad hoc. Oui, en tout cas, vous l'avez dit, c'est peut-être une bataille d'opinion qui est en train de se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi une autre affaire, la plainte contre X, quand même, qui a fait polémique. Est-ce que, quelque part, on a dit que c'est le procureur qui a fait une erreur dans son réquisitoire introductif? Est-ce que c'est le cas? Ça peut arriver? Je ne crois pas que ce soit le cas, parce qu'il y a un article 71 et un article 73 donc, du Code de procédure pénale qui réglemente tout cela. Le procureur de la République, il peut introduire un réquisitoire introductif. Chemin faisant, pendant que le juge est saisi, il peut, le juge, plus tard, donner des informations dans un réquisitoire supplétif. Donc aujourd'hui, il est dans un réquisitoire introductif, plainte contre X au niveau du 8e cabinet. Au niveau du premier cabinet, parce qu'il y a une pluralité d'infractions, donc quand bien même la présomption d'innocence serait toujours de mise en faveur de Ousmane Sonko, en faveur de Adji Sarr. N'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est une affaire privée. Une Sénégalaise porte plainte contre une autorité politique qui a un poids politique. Oui, mais sauf que la plainte, celle qui a déposé la plainte a bien dit que c'est Ousmane Sonko, le présumé, son présumé, je ne sais pas, violeur, ou si le mot n'est pas trop fort. Oui. Le mot, la plainte X contre X, oui. Cela veut dire quoi? Les gens n'ont pas compris pourquoi on n'a pas dit plainte contre Ousmane Sonko. Voilà, si on avait dit plainte contre Ousmane Sonko, parce qu'il faut garder à l'esprit, Binta, lorsque Ousmane Sonko a été interpellé, c'est là où a commencé le procès de la procédure. Ce qu'on pourrait appeler le procès de la procédure. Et donc, les avocats sont sur la défensive. Déjà, ils ont écrit une lettre pour demander à Ousmane Sonko de ne pas déférer à la convocation de la gendarmerie. Et après, ils continuent à voir dans la procédure les failles pour sortir des nullités. Et donc, je pense que si le procureur avait nommément, parce que le procureur peut, à charge et à décharge, citer nommément une personne et ne pas citer nommément une personne. Oui. C'est la loi qui encadre tout le travail du procureur de la République. Donc, si le procureur avait cité Ousmane Sonko, donc dans la plainte, il y aurait des possibilités pour les avocats de la défense de Ousmane Sonko de demander, d'exciper, de soulever des exceptions de nullité pour annuler la procédure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le ministre de la Justice qui écrit une lettre demande au président de l'Assemblée nationale. Là, nous sommes dans le respect de la séparation des pouvoirs. Le procureur ne pouvait pas aller saisir. La loi ne l'autorise pas à aller saisir directement le président de l'Assemblée nationale. Quand on demande au ministre de la Justice d'aller demander la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, la procédure est bien respectée. C'est le procureur qui saisit le ministre. C'est le procureur qui saisit le ministre. Parce qu'il faut voir que dans l'organisation judiciaire du Sénégal, le procureur de la République n'est plus ni moins qu'un fonctionnaire sous la responsabilité, sous la tutelle du ministre de la Justice. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire ce procès pendant que tous les acteurs, en venant à l'Assemblée nationale, avaient accepté ce jeu. Donc, la procédure, elle est là, elle est connue de tous. Donc, je ne vois pas d'erreur, je ne vois pas de faute dans la manière, dans le déroulé de la procédure, depuis le garde des Sceaux jusqu'à l'hémicycle. Alors, vous avez tantôt parlé de pluralité de délits, parce que des pro-Sonko ont été envoyés en prison pour plusieurs délits, qui ont été d'ailleurs criminalisés. Est-ce que Sonko peut être mis dans ce lot, d'autant plus qu'on a entendu lors de sa conférence de presse qu'il a eu à appeler à la résistance? Oui. Sur ce point... Est-ce qu'il fait partie de ces délits-là? Moi, il y a un lien de causalité entre l'appel de Sonko et la riposte de ses supporters ou sympathisants, des patriotes. Donc, Sonko peut bel et bien être considéré comme un instigateur de ce qui a été fait. Des faits graves ont été commis.
on parle de présomption de viol sur Adji Sarr, c'est un crime. Quand vous envoyez vos militants par un discours à aller incendier, l'incendie volontaire est un crime. Et donc, il y a une pluralité d'infractions qui mettent Sonko dans une fragilité. Dans une fragilité au niveau de la procédure. Moi, c'est l'analyse. Et la fragilité, elle peut aller très loin. Parce qu'en matière criminelle, on peut avoir la perpétuité. Peut se déplacer sur un autre terrain, c'est ça? On peut avoir, il peut avoir la perpétuité. Quand il a, par exemple, les articles L31 et 32 du Code électoral nous disent que quand vous êtes condamné à une peine supérieure à 10 ans, vous n'êtes pas éligible. Et quand vous n'êtes pas éligible, systématiquement, vous n'êtes pas électeur. Vous n'êtes pas électeur quand on vous prive. Vous perdez vos droits civiques. Vous perdez vos droits civiques. Quand vous perdez vos droits civiques, vous ne pouvez être ni électeur, ni candidat. D'accord. Et donc, je pense que ces avocats devraient se battre plutôt sur le terrain pénal, essayer d'affûter leurs armes, plutôt que d'accréditer la thèse du complot. D'accord. Qui me paraît difficile à démontrer. Vous l'avez semblé dire tout à l'heure, parler d'élection. Quand vous êtes condamné, vous perdez vos droits. Mais êtes-vous d'avis, justement, que tout cela est une tentative de liquidation politique d'Ousmane Sonko, comme le pensent certains? Moi, la thèse du complot. La thèse du complot, je ne l'accrédite pas dans la mesure où moi, je ne peux me fier qu'à des preuves, qu'à des éléments d'information. Jusqu'au moment où nous parlons, moi, je ne peux pas dire qu'il y a complot ou pas. Nous sommes en droit pénal, dans le droit de la certitude. Nous sommes dans le droit de la preuve, où il y a une règle. On a quand même évoqué des indices. Voilà. Quand il y a des indices, oui. Quand il y a des indices. Aujourd'hui, moi, je le répète à tous mes collègues juristes, l'article 45 du Code de procédure pénale sur la flagrance aurait pu être appliqué à bon droit sur la question de Sonko. Ah bon? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'article 45 du Code de procédure pénale, il y a un dernier alinéa, je l'ai ici, hein, on peut lire littéralement. Oui, on y va. On peut lire littéralement cet article. Voilà. L'article 45 du Code de procédure pénale nous dit: est qualifié de crime ou délit flagrant celui qui se commet actuellement, celui qui vient de se commettre, celui où la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, celui où, dans un temps voisin de l'action, un individu est trouvé en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant passer qu'il a participé au crime ou au délit. Donc, on s'appesantit sur le dernier alinéa. Oui. Donc, celui où, dans un temps voisin de l'action, un individu est trouvé en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant passer qu'il a participé au crime ou au délit. Là, il y a une plainte. Il y a une dénonciation. En nous fiant juste au niveau de l'alinéa. Nous sommes dans un système juridique qui emprunte, c'est-à-dire que cette disposition reprend in extenso les dispositions de la loi française. Puisque c'est la France qui nous inspire, la jurisprudence française a une loi de 1999 du 23 juin 1999 qui dit que la flagrance, la procédure de flagrance délit peut être engagée pour crime et délit au bout de 8 jours. Une loi de 2004 est venue dire qu'on peut aller même jusqu'à 8 jours pour traquer la personne. Tout simplement. Donc pour vous, Sonko pouvait être poursuivi en flagrant délit? Moi, je le soutiens et je demande tous les juristes. Comment? Au vu de l'article 45. Au vu de l'article 45, oui. Sonko pouvait être poursuivi. Parce que quand vous lisez l'immunité parlementaire du parlementaire, lorsqu'il y a un flagrant délit, oui. On peut ne pas passer par la levée de l'immunité. Donc les gendarmes auraient pu le cueillir le même jour. Si les gendarmes avaient été venus à exécuter, donc à faire venir Ousmane Sonko à la section de recherche, ils n'auraient pas commis de faute. Vraiment, j'invite tous mes amis, tous mes collègues juristes à venir se pencher et discuter sur l'article 45 du Code de procédure pénale.
je l'invoque parce que je n'ai pas entendu dans le débat juridique des personnes invoquer cet article 45 du Code de procédure pénale. Mais puisque le juge, le magistrat a jugé opportun d'aller saisir l'Assemblée, le ministère de la Justice, ensuite l'Assemblée nationale, respectons cette procédure, laissons les juges travailler en toute sérénité. Mais docteur Ndiaye, est-ce qu'on peut écarter quand même la thèse du complot au vu des indices quand même qui sont en train de s'éloigner? On a quand même entendu, on a vu le bulletin médical sur la place publique et il y aurait beaucoup d'incohérences par rapport à ce qui a été dit en amont. Oui, Binta, aujourd'hui, il y a un procès qui se passe dans la rue avant le procès. Nous sommes dans un état de droit où le bulletin médical de quelqu'un, si vous l'exhibez sur la place publique, vous êtes dans une période, vous êtes en train de commettre un délit. Oui. C'est un délit. Nous avons une commission des données personnelles dans notre pays depuis personne n'a réagi malgré tout. Depuis un certain temps. On n'a pas entendu. Et le médecin, le secret médical pèse sur le médecin. Oui. Le médecin, avant de prendre son diplôme de doctorat, il lève la main, il jure de ne jamais raconter ce qu'il a vu chez ses patients. Oui. Et moi, dans cette affaire-là, je vois une fille, citoyenne sénégalaise, insultée, traînée dans la boue, et un autre citoyen qui a une préséance parce que, voilà, il pèse sur le plan électoral. Je reste convaincu qu'entre le fort et le faible, la liberté opprime, la loi libère. C'est Lacordaire qui disait ça. Et je crois beaucoup j'ai confiance à la justice de notre pays. Et je suis confiant et je reste persuadé que le droit va être dit. La thèse du complot, moi, il faut me donner des preuves pour que je puisse l'accréditer. Encore une fois, c'est la présomption d'innocence qui est là. La thèse du viol, il faut laisser la justice suivre son cours pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est réellement passé. Donc, les règles sont là, les règles du jeu sont là, les acteurs sont en train de travailler, et je pense qu'il faut laisser la sérénité à la justice pour que le droit soit dit. Oui, mais où est Adji Sarr dans tout ça? Celle qui a porté plainte, on ne l'a pas vue, elle a disparu quand même. Mais moi, si Adji Sarr était ma nièce, je l'aurais enfermée en secret quelque part. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Adji Sarr n'est pas en sécurité. Quand on vous menace de mort à travers des vidéos, moi j'ai vu des vidéos sur WhatsApp, quand on vous insulte, on vous traite de tous les noms, vous en tant que citoyen, moi je dis que même l'État du Sénégal aurait dû protéger cette fille, aurait dû... Mais en tuant Adji Sarr, on ne saura jamais ce qui s'est passé. En tuant Adji Sarr, qui est menacée de mort, si on la livre sur des plateaux de télé, à faire les plateaux de télévision, etc., il y aura un buzz, mais elle est dans un seuil de vulnérabilité qui mérite une protection accrue de l'État du Sénégal. Elle a des droits. Elle a des droits, c'est une citoyenne. Elle n'est pas la seule à être menacée de mort, même les journalistes sont menacés de mort. Mais il ne faut pas que les journalistes... Celle qui a porté plainte, ne serait-ce qu'une fois, on aurait dû l'entendre.